pédagogique à Dioïla, journal parlé présenté par les étudiants de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako. Mardi 19 novembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 17h. Au micro, Awa Diafarou, à la partie technique, Idrissa Kanté et Idrissa Mariko. Les titres dans un instant. L'actualité politique locale reste dominée par le grand meeting populaire qui a lieu actuellement place de la salle de spectacle. Dioïla n'est pas en reste dans ce processus de soutien à la transition. Dioïla, région à vocation agricole. En cette période de récolte, les étudiants en journalisme ont participé hier à Kola à la récolte de l'or blanc. Les échos dans ce journal. La cité du Baniko, une ville pleine de promesses du bivouac du chasseur à capitale régionale. Nous ferons l'historique de Dioïla avec le chef de village qui a reçu nos reporters. En page santé, nous parlerons du paludisme et de l'état du plateau technique du CESCOM central. Volet éducation, le lycée d'Owele Mariko nous a ouvert ses portes. Quant à l'académie, elle évoque son combat contre la baisse de niveau des apprenants. Nous terminerons ce journal par une page culturelle qui nous fera découvrir le Matiraba. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. L'actualité politique est dominée cet après-midi à Dioïla par le grand meeting de soutien à la transition qui a lieu au moment où je parle sur le site de la salle de spectacle non loin de la place de l'Indépendance. Cet événement regroupe des milliers de participants venant de 23 communes en présence des hautes autorités de la région. Nous reviendrons sur les échos dans notre édition de demain avec nos différents reporters. À Dioïla, 13e région administrative du Mali, le coton reste la principale source de revenus de la population. En effet, les habitants du Baniko vivent principalement de l'agriculture, dont celle du coton, qui d'ailleurs joue un grand rôle dans l'économie du milieu. L'équipe de reportage de l'École supérieure de journalisme est allée en immersion en cette période de récolte de l'or blanc à Kola, banlieue de Dioïla, le reçu d'une journée au champ avec Amadou Sadio Kamara. Nous sommes à Kola, une localité située dans la banlieue de Dioïla. Ici, une dizaine de personnes s'attellent à la récolte du coton 4 mois après l'avoir sémé. Sunkura Koulibaly se faufile entre les tiges. Cette dame de la quarantaine marche à pied ferme, tenant un sac presque rempli de coton. L'air épuisé, elle nous explique la procédure de récolte du coton qui n'exclut pas de piqûres au bout des doigts. Avant de commencer la récolte du coton, on amène avec nous de gros sacs dans lesquels on peut déposer une grande quantité de coton. La cueillette exige de la vigilance, disons même de l'expérience pour éviter de se faire piquer par les pointus bouts de feuilles sèches et cela fait très mal aux doigts. Pour cueillir le coton, il faut prendre les tiges par le bout pour soustraire la fibre des cocons. Une fois cette étape, cap vers la charrette pour transporter la charge sous les hangars, là où on aperçoit une montagne de coton. Au dire de Sunkura Koulibaly, cette production n'a d'autre destination que le marché de la commercialisation puis de l'usine d'égrenage du coton à Dioïla. Lorsque ta production dépasse les 10 tonnes de coton graine, l'usine d'égrenage envoie des véhicules pour la transporter. Et ici, on est tous unanimes sur un prix fixe. Cette année, on a décidé que le prix du coton devrait se vendre à 300 francs CFA. Voici donc une récolte qui se passe à la normale. Et pourtant, cela ne fut pas le cas pour l'étape de la sémence. Les paysans rencontrés mentionnent beaucoup de difficultés liées à la cotonculture, parmi lesquelles l'accès difficile aux intrants agricoles, l'augmentation de la quantité de pluie enregistrée cette année. Kassim Traoré, paysan. On était confronté à beaucoup de difficultés, notamment l'accès aux engrais, aux pesticides et aux herbicides. La quantité d'engrais qu'on nous fournissait ne suffisait pas du tout. Nous déplorons également le faible prix du coton. Mais aujourd'hui, cette situation a changé. Dioïla, zone agricole par excellence de par l'importance de la production céréalière et cotonnière.
Hier, l'équipe de reportage composée d'Abila Kone, Djeneba Diallo et de moi-même, votre serviteur, a goûté aux tâches assez pénibles qui sont pourtant le quotidien des braves paysans. Cette sortie pédagogique nous aura permis de fouler pour la première fois un champ de coton en période de récolte. L'or blanc qui occupe une place de choix dans les exportations du Mali, production de coton dont le Mali a souvent été classé premier dans la sous-région. Le coton qui de tout temps a permis aux humains de se vêtir. Préféré Djouela la prodigieuse, bivouac de chasse fondé au XVIe siècle pour traquer les phacochères, est aujourd'hui la capitale de la 13e région administrative du Mali indépendant. Avec une population de plus de 50 000 habitants, la population de Djouela évolue dans des activités comme l'agriculture, l'élevage, le commerce et la pêche. Notre reporter Ndeye Mariam Diop nous fait découvrir davantage l'historique de la ville de Djouela. Écoutons. Vous l'aurez sûrement deviné à travers ces notes célèbres du mythique groupe Baniko Jazz. Nous sommes à Djouela, 13e région administrative du Mali, sur une superficie de 123 794 km². Djouela est limitée au nord par la région de Koulikoro et le cercle de Baraweli, à l'ouest par le cercle de Kati, à l'est par la région de Koutchala et au sud par les régions de Bougouni et de Sikassou. Banyantou Mariko, chef du village de Djouela. Djouela a été fondé par un chasseur nommé Soumpier Mariko. Il est venu de Fignana. Toute la famille est chasseur. Lui s'est promené, il est venu par là. Il a trouvé un endroit propice pour la chasse. Il s'est installé et il tuait les phacochères, ce qu'on appelle en bambara Djé. C'est ce qui a même donné son nom au village de Djouela. Sa contribution à l'économie agricole, ses terres fertiles et ses productions variées font de Djouela un centre vital pour le secteur agricole. Bernardin Dabou, secrétaire général à la mairie centrale de Kaladougou. Dans la ville de Djouela, vous trouverez des agriculteurs, des éleveurs, des commerçants. Vous trouverez également des maraîchers, surtout les femmes. La ville de Djouela est composée de 5 grands quartiers. Le plus vaste, c'est le quartier Tiripanobougou. Sur le plan administratif, il y a un chef de village et dans les quartiers, il y a un chef de quartier. Dans le cadre culturel, vous avez des lieux touristiques, entre autres le Masiraba, le Fifintou, le Grenguediga, qui sont des lieux qui constituent une potentialité énorme. Djouela, c'est une histoire, une terre de mémoire, un carrefour vibrant d'un riche répertoire où chaque conte, chaque geste, chaque victoire tisse un lien sacré dans l'éclat du soir. Alors je vais demander tout d'abord si vous êtes en forme. Santé. Causé par la piqûre du moustique femelle appelé Anophèle, le paludisme reste jusqu'à ce jour la maladie qui fait l'objet de plus de consultations au Mali. Au CESCOM de Djouela, cette maladie vient en première place, suivie des infections respiratoires. Dr Soumeila Koumaré, directeur technique du CESCOM central, nous en dit plus au micro de notre reporter Djeneba Diallo. Depuis le début de l'hivernage, le diagnostic le plus posé dans notre CESCOM, c'est le paludisme. Comme vous le savez, l'hivernage favorise la multiplication des moustiques, ce qui facilite la transmission du paludisme. Donc, la maladie la plus recensée dans notre CESCOM à ce jour reste toujours le paludisme, qui est un problème majeur de santé publique. Avec les 100% des consultations, le paludisme en lui seul peut occuper 80% des cas. Donc, jusqu'à preuve du contraire, le seul mode de transmission du paludisme reste la piqûre infectante des moustiques femelles qu'on appelle l'anophèle femelle. Après le paludisme, c'est les infections respiratoires aiguës qui occupent la deuxième place. Donc, dans ces lots de maladies, il y a les rhumes, les angines et autres. Donc, on les appelle les infections respiratoires aiguës. La région comporte 36 centres de santé communautaires et un centre de santé de référence basé à Djouela, où se trouvent 2 CESCOM. Notre reporter Amadou Sadio Kamara s'est rendu au CESCOM central. Le docteur Soumeila Koumaré, directeur technique du CESCOM, estime que le plateau technique est satisfaisant. Écoutons. Au moment où nous sommes dans le CESCOM central de Djouela,
Donc on a un plateau technique qui va avec la pyramide sanitaire. Donc ça veut dire que tout ce qu'on peut avoir dans un CES comme nous, on a ces plateaux techniques-là. Et je pense qu'on est bien prêt pour faire face à la prise en charge, surtout des cas de paludisme. Donc comme nous sommes à quelques kilomètres du CCRF, à peu près 2 km, donc pour les cas graves, on n'est pas habilité à faire la prise en charge. Donc on réfère ou on évacue ces cas-là au niveau du CCRF. Souvent on est débordé par les patients, sinon on n'a pas de problème de matériel pour la prise en charge des cas dont nous sommes habilités à faire la prise en charge. Parlons à présent éducation. Inauguré en 1975, le lycée Dowele Mariko de Dioula est l'un des plus anciens du pays. À l'époque, il avait abrité les lycéens ressortissants des cercles de Bougouni, Kolondjeba, Yanfouila et ceux de la partie sud du cercle de Kati. À la première année de son ouverture, il accueillait un effectif de 640 élèves. Pour en savoir davantage sur le format actuel du lycée, Koumba Boré a approché les responsables du dit établissement. Écoutons son reportage. Situé dans le quartier Tripano, le lycée Dowele Mariko doit son nom au chef du village de l'époque. Dowele Mariko, il fut le seul lycée de la région avant 2016, l'un des plus anciens lycées du pays. Il a pour mission principale d'assurer la formation des élèves pour les cycles universitaires. Composé de 22 classes, il abrite toutes les séries sollicitées. De par son ancienneté, ce lycée a contribué à la formation de plusieurs cadres de ce pays, affirme Birahima Dao, directeur de l'académie d'enseignement de Dioula. C'est une école, en tout cas, qui a vu passer beaucoup de cadres maliens qui sont passés ici et beaucoup de professeurs reconnus au Mali qui sont passés aussi par cette école. Donc, c'est une école de référence. C'est une référence aujourd'hui au Mali, puisque quand l'école on créait cet établissement, les lycées étaient rares à travers le pays. Donc, ce qui fait qu'on envoyait les élèves des cercles de Bougouni, Kolondjeba et Dioula même. Malgré l'effectif pléthorique qui s'élève à plus de 1200 élèves et d'autres problèmes, tels que les problèmes d'enseignants, de personnel, d'électricité et de l'état des salles de classe, l'école fait de bons résultats. Djiki Djakité, proviseur du lycée. Dans la ville de Dioula, c'est le lycée qui est beaucoup plus convoité. Même après les orientations, au niveau de certains établissements privés, les élèves souhaitent venir chez nous ici. Parce que cela est dû non seulement à la qualité de la formation, parce que nous avons des enseignants qui sont engagés et qui aiment faire le travail. Avec les résultats que nous parvenons à avoir au bac, cela motive beaucoup de parents d'élèves d'envoyer leurs élèves ici chez nous. Bon, au bac, cette année, nous avoisinons 28% de réussite. Bon, c'est pas, quand on regarde un peu l'effectif, c'est pas trop. Bon, mais compte tenu même le taux national, je crois que ce n'est pas aussi mal. Face à cette situation, le proviseur lance un cri de cœur à l'endroit des autorités compétentes. Je suis en manque de professeurs dans certaines disciplines. Et il a fallu même que j'adresse une correspondance au maire s'il pouvait venir en appui pour prendre en charge certains des professeurs vacataires. On a ce problème-là. Donc, c'est pour dire que jusqu'à présent, là aussi, aujourd'hui, il y a certaines disciplines qui ne sont pas encore enseignées. Bien vrai que nous sommes en plein temps de travail. Si l'État pouvait faire quelque chose pour une bonne répartition des enseignants au niveau de ces établissements, ça nous fera beaucoup plaisir. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un manque d'enseignants au Mali, mais c'est dû à la mauvaise répartition des enseignants, ça il faut le dire. Ce lycée est le fruit de l'action commune de toute la population diaonaise. Le projet de sa création a été initié par le chef du village de l'époque et soutenu par le président de la République de l'époque. Rappelons qu'au départ, l'établissement avait une vocation agricole. Avec l'évolution, il a changé de format, ce qui a donné naissance à ce lycée public. Restons toujours dans le domaine de l'éducation. Au Mali, la baisse du niveau des élèves et étudiants est un problème majeur. Cette difficulté que rencontre le système éducatif malien persiste d'année en année. Quelles sont les raisons de cette dégradation? Écoutons le directeur de l'Académie d'enseignement de Dioula, M. Birahima Dao,
au micro de Mohamed Ouattara. La baisse des niveaux est liée à beaucoup de facteurs qui sont entre autres l'effectif élevé des élèves dans les classes, le non-respect du temps réel d'apprentissage dans les écoles, les récréations prolongées, congés. Il y a aussi ce qu'on appelle le suivi des enseignants. À ce niveau, nous constatons qu'il n'y a pas assez de suivi des enseignants par les conseillers, par les CAP, par les inspecteurs aussi. Et cela se comprend que souvent aussi ces CAP et ces inspecteurs n'ont pas assez de moyens de déplacement pour aller suivre. Il y a beaucoup d'enseignants qui veulent bien faire, mais ils ne connaissent pas en réalité ce qui... Peut-être ils ont des lacunes qu'il faut corriger. Souvent, ce n'est pas sciemment fait. Mais l'enseignant veut être suivi et pour qu'il puisse corriger. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse lui montrer ses lacunes afin qu'il puisse les corriger, ça pose pas l'alternative trouvée automatiquement par rapport d'abord au suivi. Ça, c'est la CA des maîtres, communauté d'apprentissage des maîtres. Ça, c'est une alternative qui permet en tout cas aux enseignants de couvrir leurs lacunes et les corriger. Donc ça, c'est un suivi de proximité qui s'est fait sur place et entre les enseignants. Donc moi, je pense que c'est une alternative très sûre. Et il y a la formation aussi des enseignants au niveau secondaire, la formation des enseignants en APC, proche par compétence. Donc l'État quand même est en train de faire son mieux pour pouvoir permettre aux enseignants de relever leur niveau. Pour moi, tout le monde est responsable, en ce sens que si vous me permettez, je pourrais même dire que chacun de son côté fait semblant. Pas bon de le dire en tant que responsable, mais il faut le dire. Les parents font semblant d'envoyer les enfants à l'école en leur donnant les petits sacs, les cahiers et c'est fini. Aucun suivi. L'enseignant aussi fait semblant d'appliquer la méthodologie indiquée. Il y a beaucoup de facteurs qui font quand même que vraiment les gens s'accusent mutuellement. En réalité, chacun a sa part dans cette affaire. Naturellement, ça a un impact négatif, en tout cas sur l'avenir de nos services. Page culture de ce journal. La 13e région comporte de nombreux sites culturels et touristiques qui méritent d'être connus davantage, qui pourraient faire de la zone une destination de promotion du tourisme culturel. Nos reporters Aboubakar Warma et Koumba Boré sont allés à la découverte du Masiraba, site protecteur de renommée. On écoute. En tout cas, moi, je peux dire que je suis né trouvé ça ici. Et j'ai 84 ans. Bon, l'arbre là existe depuis le 16e siècle. Depuis la fondation du village de Djoïla au 16e siècle, le Masirabatou ou le buisson de Masiraba est perçu comme un lieu sacré. Situé à quelques mètres du domicile du chef du village, ce site arboré abrite un gigantesque baobab, le Masiraba. Cet arbre mystique est l'un des éléments protecteurs du village depuis sa fondation. Avec un creux à l'intérieur, il peut potentiellement servir de refuge aux reptiles et doit son nom Masiraba au dieu créateur, nous explique Bayantou Mariko, chef du village. Je ne sais pas maintenant si le village a trouvé l'arbre ici ou bien ça s'est germé pendant que le fondateur du village était là. Masiraba. Donc, vous savez, en bambara, Ma, c'est quoi? C'est Allah, n'est-ce pas? Donc, Nema, Sirabilba. L'adoration et la protection de ces sites sacrés sont autorisées à toute personne, sans distinction de religion, de sexe ni de race. L'adoration collective a lieu annuellement en juin lors d'une fête rituelle. Selon Badra Aliou Koulibaly, sociologue et ancien correspondant des presses de Radio Mali, 40 ans durant à Djoïla, ce rassemblement populaire est un grand moment de spiritualité. Il y a un jour par an, le plein hivernage, il y a un rituel qu'on fait. On passe toute la nuit à chanter, à danser et autres là. Et le lendemain, on vient faire le sacrifice ici. Parce qu'en fait, si c'est Ma, ça veut dire Dieu, il faut adorer Dieu. Chez nous, je l'ai dit quelque part qu'il y a certains qui adoraient des grottes, des collines, des étangs d'eau. Donc, pour nous, on passe par ce Masiraba pour atteindre l'être créateur suprême. Avant la consultation, les personnes intéressées promettent à Masiraba une récompense qu'elles doivent honorer après satisfaction de leurs demandes. Une fois le vœu exaucé, si on oublie de s'acquitter de la promesse, on est sévèrement puni par la colère de Masiraba. Le cas d'un chauffeur en est un exemple, nous raconte Bayantou Mariko, chef du village. Il y a un chauffeur qui a pris l'engagement parce qu'il s'était marié, ça faisait des années qu'il n'avait pas eu d'enfant. Et il est venu demander à Masiraba de lui donner un des enfants. Bon, il a eu un enfant, mais la récompense qu'il devait venir donner, il ne l'a pas faite. Et l'enfant est tombé dans un puits. Pour le très respectueux chef du village,
S'occuper de cet arbre protecteur en parallèle de la pratique religieuse est une responsabilité qui lui incombe en tant que légitimité traditionnelle, d'autant plus que cela participe de la promotion du bien-être de la communauté. Moi, ma croyance musulmane avec l'adoration de cet arbre-là, c'est pas opposé. Moi, je sais que Dieu existe. Mais ce qui est là, ce qui m'a été confié ici, je suis obligé de l'assumer pour que les gens qui viennent ici puissent être satisfaits. Contrairement aux autres lieux ou objets sacrés de la ville, la consultation du Masraba n'exige pas d'initiation. Au-delà de son rôle spirituel, il présente d'autres potentialités. Ses feuilles et ses fruits sont comestibles. C'est tout pour ce journal. Le rappel du sommaire avant de nous quitter. L'actualité politique locale reste dominée par le grand meeting populaire qui a lieu actuellement place de la salle de spectacle. Dioïla n'est pas en reste dans ce processus de soutien à la transition. Dioïla, région à vocation agricole. En cette période de récolte, des étudiants en journalisme ont participé hier à la récolte de l'or blanc. La cité du Baniko, une ville pleine de promesses, du bivouac du chasseur à capitale régionale. Le chef du village qui a reçu nos reporters a fait l'historique de sa localité. En paille santé, on a parlé du paludisme et de l'état du plateau technique du CESCOM central. Volet éducation, le lycée d'Owele Mariko nous a ouvert ses portes. Quant à l'académie, elle a évoqué son combat contre la baisse de niveau des apprenants. Nous avons terminé ce journal par une page culturelle qui nous a fait découvrir le Masiraba. Au micro, Awa Jafarou, à la partie technique, Idrissa Kanté et Idrissa Mariko, sous la supervision de Chona Mathieu Kone. Prochain rendez-vous demain 15h. Bonne suite de programme sur la radio Baramata. C'était le journal parlé présenté par les étudiants de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako.